Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir William Higgons pour un deuxième épisode. Et donc là, votre logique, ça va être quoi? Ça va être si la performance est trop négative depuis trop longtemps. Même si vous pensez que c'est le marché. Faut pas penser. Surnommé le Warren Buffett français, il est reconnu comme l'un des meilleurs gérants de fonds en Europe. Depuis 1993, son fonds Indépendance France Small and Mid affiche une performance tout simplement exceptionnelle de plus 4000%, soit un rendement annualisé de 12,8% net de frais de gestion. Le fait d'avoir fait des valeurs européennes m'a fait découvrir un monde nouveau avec des valorisations encore plus basses que ce que j'avais jamais vu. Président et gérant d'Indépendance AM, William Higgons applique depuis plus de 30 ans sa stratégie rigoureuse d'investissement valeur axée sur les petites et moyennes capitales boursières en Europe. Son approche est simple, il achète des valeurs sous-évaluées et extrêmement rentables. Pour cela, il se base sur des ratios clés comme le cours sur bénéfice, PER, et les retours sur fonds propres ou ROE. Je ne devrais pas le dire, mais j'ai jamais réussi à comprendre qu'est-ce qui garantit que la valeur d'un ETF suive l'indice. Et en fait, il n'y a aucune garantie. Dans ce Finary Talk, nous allons plonger dans la méthodologie de William, nous allons analyser ses différents portefeuilles d'actions, nous allons aussi analyser le marché actuel et il nous partagera son point de vue sur le retour en force des bourses européennes. Bonjour William. Bonjour Monir. Merci de revenir sur le plateau. Le premier épisode a fait un carton, du coup on va remettre le couvert. Je pense que vous avez une particularité, c'est dans un monde où la gestion passive est devenue la mode. Vous faites de la résistance, vous êtes un des gérants actifs qui a le plus de succès en fait. Et vous avez une méthode qui est assez particulière. Maintenant vous avez aussi des outils de gérants, vous avez accès à des données, vous avez accès aux directeurs des sociétés. Si on se met dans la peau d'un particulier, comment il pourrait s'y prendre pour appliquer concrètement la méthode William Higgons? C'est assez facile en fait. Il regarde les sociétés cotées, il regarde quels sont les price earnings sur la base des derniers chiffres connus. Le price earnings, c'est le cours divisé par le bénéfice. Il regarde le bénéfice divisé par les fonds propres. Et il n'achète que les sociétés dont le chiffre d'affaires monte, qui ont un price earning inférieur à 12 et qui ont une rentabilité des fonds propres supérieure à 10. Donc, une fois qu'il a fait ce screening-là, il peut regarder son côté subjectif et acheter ce qui lui plaît le plus. Mais normalement, en appliquant ces critères-là, il fera un peu mieux que le marché. Et donc, votre routine, c'est tous les matins, vous avez votre screener, vous avez votre filtre en fait qui va sortir les valeurs, ou comment ça se passe? Je vais pas travailler tous les matins comme ça. Non, mais en plus, c'est justement pour ça que ça marche. On n'arrive pas au bureau tous les matins en se disant qu'est-ce que je ferais si j'avais pas de portefeuille et je repartais à zéro. En fait, on regarde un peu les nouvelles. Pour voir si une nouvelle affecte notre portefeuille. Ça peut être parce que les résultats sont bien meilleurs que prévu, ce qui nous fait pas... soit c'est bien meilleur que prévu, on l'a déjà dans le portefeuille et on va accroître un peu la pondération, soit c'est bien meilleur que prévu, on ne connaît rien, bon, il faut commencer à réfléchir, ou c'est vraiment mauvais. Mais quand c'est vraiment mauvais, c'est pas la peine de faire grand-chose, parce que généralement, c'est quand même un seul trimestre. Sauf si la nouvelle, entre parenthèses, nous permet de dire ça va être 1 an ou 2. Voilà. Là, c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous allez augmenter votre position si les résultats sont meilleurs que prévu? Oui, généralement, on le fait, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut être discipliné, c'est-à-dire acheter des choses pas chères et très rentables. Oui. Et après, vous pouvez vous laisser porter par la vague. Voilà. S'il y a des bonnes nouvelles, il est assez logique qu'un cours va monter. Et donc, s'il y a des bonnes nouvelles, vous renforcez. On a tendance à renforcer. Vous avez tendance à renforcer. Sauf si la valorisation est suffisamment élevée pour qu'il n'y a rien à faire. On va revenir sur ce point de la vente. Ouais. Donc là, mettons que vous avez identifié une position une valeur qui vous intéresse. Comment vous allez faire pour initier la position, pour acheter les premiers titres? Vous allez acheter tout d'un coup, vous avez un budget, vous avez un pourcentage de votre fonds, vous allez faire Alors du DCA. moi j'aime bien, mon rêve, ça serait d'avoir 33 lignes à 3%.
Si jamais je recommençais un portefeuille sans historique, disons. Et là, je suis mesquin pour des raisons qui m'échappent. J'aime bien faire, admettons que ça soit 3 millions sur chaque ligne, je vais faire 300 000, puis 300 000, puis 300 000. Mais bon, il n'y a aucune logique. C'est que j'ai toujours fait ça, donc voilà. Vous faites un tiers, en gros. Ouais. Je fais ça assez lentement, c'est-à-dire, globalement, on pourrait faire ça d'un seul coup. Il y aurait certaines valeurs pour lesquelles ça serait bon et pour d'autres, ça serait mauvais. Mais moi, disons que j'ai toujours fait ça et je continue, quoi. Et ça veut dire quoi, assez lentement? C'est sur combien de jours, combien de semaines, combien de mois? Nous, on a quand même des gros fonds, donc on a un problème de liquidité. Donc ça peut être. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez un problème de liquidité? Si vous voulez faire une ligne, disons, d'1 million d'euros qui s'échange 100 000 euros par jour, normalement, vous pouvez prendre que 20% du marché sans faire décaler le cours. Donc, ça vous fait 20 000 euros. Ça va vous faire, du temps. Ça va vous faire 50 jours, quoi. Mais bon, c'est faisable. C'est quelque chose qui est spécifique à votre segment, puisque vous êtes plutôt sur des small et mid cap. Vous êtes plutôt sur des petites et moyennes capis boursières. Si on traitait des grandes capis boursières, on n'aurait pas de problème de. Non, on peut faire ça dans la journée, quoi. Est-ce que c'est vous qui passez les ordres ou vous avez un trader ou vous passez par des brokers? On passe par une table, en fait. Ce qui est assez intéressant, parce que pendant très longtemps, j'ai passé les ordres moi-même. Et le trader est plus calme que moi. Et c'est plutôt mieux. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. On va prendre un exemple concret. Vous avez une position récente dans le portefeuille qui s'appelle SAF Hollande ou SAF Hollande. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de tiens, c'est une idée intéressante à on va acheter ce titre et on l'a maintenant en portefeuille? Alors, c'était assez facile, en fait. SAF Hollande, pour ceux qui ne savent pas, fabrique des attelles pour les camions. Voilà. C'est très spécifique. Ouais. Et donc, pricing de 7, donc disons, a priori, on achète tout ce qui a des pricing de 7. Rentabilité des fonds propres élevée, bon, on va dire 13%, mais je ne garantis pas la justesse de ce chiffre-là. Et on voit très bien pourquoi personne ne l'aime, le marché du camion est déprimé. Faux problème, parce que, c'est un price earning, entre parenthèses, on espère en bas de cycle. Donc, quelque part, c'est 7 fois quand tout va mal, c'est pas cher. Et d'autre part, le marché du camion est déprimé et très cyclique, mais vous êtes obligé de remplacer les attelles régulièrement. Donc, ils ont toute une partie de renouvellement. Donc, c'est pas uniquement les ventes de camions nouveaux. Donc, tout le monde est stressé parce que c'est du camion, mais c'est pas vraiment c'est pas du camion neuf. Donc, le stress est exagéré. Donc, on se fait une ligne. Donc là, vous avez initié une ligne. Maintenant, on va prendre le cas inverse où le price earning n'est pas déprimé, mais au contraire est plutôt haut. Vous nous aviez dit dans le premier épisode qu'on avait fait qu'à partir de 20, on s'en va. Vous vous en allez. Ouais. Vous faites vos valises. Enfin, on s'en va avant, en fait. On s'en va lentement à partir de 15. Et normalement, on sort complètement à 20. Moyennant quoi, j'ai Rheinmetall où je ne sais même plus où on en est. C'est-à-dire, ça doit être à 30. Mais j'avais pas dit, mais quand j'ai pris du Rheinmetall, j'avais dit, tant qu'il y a une guerre en Ukraine, il faut garder du Rheinmetall. Rheinmetall qui est un fabricant d'armement allemand, dont le cours est passé de 120 à 920 aujourd'hui. Je reconnais que c'est très bien valorisé. Mais bon,
À ma décharge, j'en avais plus de 30 000 au début, j'en ai plus que 15 000 aujourd'hui. Et donc, vous nous avez dit, à partir de 15, vous commencez à prendre les profits. Oui. Comment ça se passe? Pareil, vous saucissonnez la position, vous faites 20%, 20%? Si j'étais très rationnel, je vendrais 20% à chaque augmentation d'un point du price earning. Vous nous l'avez dit, Rheinmetall est encore en portefeuille alors que c'est supérieur à 20. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres positions qui sont un peu des exceptions à votre règle? Non, enfin, j'espère. Non, si, il y a il y a des sociétés en perte, ce qui, a priori, ne devrait pas être dans le portefeuille, du genre, enfin, en perte ou en léger bénéfice, ce qui est à peu près la même chose, du genre Jacquet Metal, mais ils doivent capitaliser à peu près 300, à peu près 400 millions d'euros, et les très bonnes années, ils ont fait 360 millions de résultats nets. Et ils ne perdent pas d'argent en bas de cycle, donc c'est pas si mauvais que ça. Vous avez un investissement qui s'appelle Fleury-Michon, Oui. qui est plutôt en difficulté sur le début de l'année, moins 19%. Comment ça se passe quand une ligne sous-performe? Qu'est-ce que vous faites si là, dans le cas Fleury-Michon, comment vous réfléchissez? Alors, en fait, c'est toujours la valorisation. Hein. Si la valorisation est basse, on attend que ça se passe. Sous réserve que de temps en temps, c'est-à-dire à peu près tous les 6 mois, on nettoie le portefeuille des sociétés qui marchent moins bien. C'est-à-dire? On regarde ce sur quoi on perd le plus sur 6 mois. Donc, vous avez quand même une logique de nettoyage de portefeuille. Ça, vous faites ça à quel... Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Et donc là, votre logique, ça va être quoi? Ça va être si la performance est trop négative depuis trop longtemps, on coupe. Il faut sortir. Même si vous pensez que c'est le marché qui interprète mal. Non, mais faut agir. C'est ce jour-là, vous êtes dans un autre système, vous dites, je coupe les pertes. Donc vous coupez les pertes. Ouais. C'est un adage qu'on voit beaucoup sur les marchés, c'est de l'important pour gagner beaucoup, c'est de très peu perdre en réalité. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les investisseurs particuliers qui, eux, quand ça tombe fortement, se disent bah tiens, je vais peut-être en racheter parce que je vais essayer d'attraper le couteau qui tombe. Alors, peut-être sur les grandes valeurs, ça marche, sur les petites, ça marche pas. Donc quand ça part au tapis, vous préférez prendre votre perte. Non, mais même sur les grandes, ça marche pas. Il y a une étude sur un broker, un discount broker américain, genre 10 000 comptes, et ils avaient découvert que les titres que les gens vendaient surperformaient, alors que s'ils avaient vendu les titres sur lesquels ils avaient perdu le plus d'argent, ces titres-là continuaient à sous-performer. Donc il faut vendre les perdants en fait. Il faut vendre les perdants. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est dans un marché qui est porté par les ETF. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans les grosses capis boursières. Ça va être les grosses capis boursières américaines, mais aussi les grosses capis boursières européennes. Il y a un peu moins de flux sur les small caps. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de flux. Ça, c'est un risque. Quand il y a des flux, ils sont négatifs. Hein, donc, c'est pas terrible. C'est un risque ou c'est une opportunité? Disons, bon, les valorisations commencent à devenir sympathiques. Donc ça, c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est que les valos sont bien plus faibles sur les valeurs moyennes que dans le private equity. Donc, normalement, le private equity devrait racheter les valeurs moyennes, sauf qu'ils ont des petits problèmes de sortie actuellement. Donc, ils n'ont pas autant de cash qu'il faut. Enfin, je pense qu'ils en ont quand même. Donc, ils devraient délister des sociétés cotées. Des listes, mais ce qui s'est passé. Hein. Mais bon, globalement, actuellement, on a une période d'incertitude pour des tas de raisons. Donc, plus personne ne... les deals, le nombre de deals est probablement plus faible et sera plus faible cette année que les autres années. Il y a une critique qu'on entend tout le temps sur les ETF, qui vient beaucoup des gérants actifs et des gérants de hedge funds. C'est que, vu que tout le monde fait du DCA sur les ETF, donc des achats programmés, ça génère un flux, une pression d'achat constante sur des valeurs, et donc ça crée un marché survalorisé. Est-ce que c'est, selon vous, une critique qui est justifiée? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux pour les marchés financiers? Oui, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'un ETF? C'est quelqu'un qui imite un autre portefeuille qui s'appelle l'indice. Okay? Par exemple, le S&P 500. Ouais. Et on va prendre un exemple plus simple. Admettons que tout le monde veuille répliquer mon portefeuille. Donc tout le monde achète les valeurs qui sont dans mon portefeuille. Résultat, elles montent. Donc ça, c'est le véritable problème des ETF. C'est-à-dire, si tout le monde achète
Bon, admettons que l'indice, si on prend l'indice Mid and Small, ça doit être 90 valeurs. Si tout le monde achète 90 valeurs et laisse tomber les 770 qui restent, bon, a priori, les 90 valeurs seront surévaluées. Donc, bon, Après, il y a un autre problème des ETF, c'est si jamais... Parce qu'en fait, l'ETF ne lit pas les rapports annuels, n'analyse pas les sociétés. Donc, à la limite, moi, comme je dis à mon équipe, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous êtes en train de lutter contre des gens qui ne lisent pas les journaux. Si vous n'arrivez pas à les battre, c'est que vous êtes mauvais. Et pourtant, 90% des gérants n'arrivent pas à battre le marché. Alors, parce que d'une part, les gérants, c'est le marché. Oui. Donc, c'est à peu près... Enfin, avant les ETF, c'était 75% du marché, 25% de particuliers. Sur les valeurs moyennes françaises, quand j'ai fait le calcul, c'est-à-dire il y a des années. Et donc, logiquement, ils ne pouvaient faire que le marché. Et après, on a enlevé leur commission de gestion, donc ils faisaient moins bien que le marché. Donc, c'est logique. Donc, c'était d'une logique horrible. Après, il faut aussi dire que actuellement, on essaye d'avoir un maximum de transparence sur les fonds au PCVM et que ça a un coût et que globalement, ça nuit à la performance. Vous croyez au risque de bulle ETF ? Oui, moi je crois. Non, mais en fait, si tout le monde a le même portefeuille, si tout le monde achète le même portefeuille, c'est très attractif parce qu'il va monter. Mais à la fin, ça finit par baisser violemment. Donc, vous attendez à une crise ? Oui, ben ça prendra du temps. En fait, on va dire que je suis complètement stupide, donc je ne devrais pas le dire, mais je n'ai jamais réussi à comprendre qu'est-ce qui garantit que la valeur d'un ETF suive l'indice. Et en fait, il n'y a aucune garantie. On peut le mesurer, on peut regarder le tracking error. Oui, mais pourquoi ? Non, c'est un problème de confiance. Oui. Si vous croyez que l'ETF va suivre son indice, il y a des gens qui vont arbitrer. Donc, quand tout le monde est sûr que l'ETF soit l'indice, mais d'un point de vue, d'après moi, d'un point de vue juridique, le promoteur de l'ETF ne vous garantit absolument pas que la valeur de l'ETF va diverger. Il détient les titres. Si c'est un ETF physique, il détient les titres en portefeuille. Donc, mathématiquement, ça devrait être la même performance. Puisque ces titres composent l'indice. Il y a peu de... Enfin, tous les ETF ne détiennent pas les titres en portefeuille. Ils font l'échantillonnage, etc. Ouais, ben, bon. Non, mais voilà, prenez des options, etc., etc. C'est vrai, des swaps. Vous faites des tas de choses intelligentes, mais globalement, de toute façon, un jour ou l'autre, ça ne marchera pas. Et un jour ou l'autre, on va découvrir qu'un ETF peut diverger de l'indice. Et ce jour-là, ça surprendra tout le monde. On dira, tiens, c'est bizarre, je croyais que ça allait suivre l'indice dans toutes les circonstances. Et là, ça sera la révolution. On va passer à votre portefeuille Europe Mid. C'est l'un de vos fonds. Ouais. On a regardé quelques valeurs et il y en a une première qui m'a intéressé. Moi, je n'ai pas de télé chez moi. Et j'ai vu que vous aviez du TF1. C'est quoi la conviction d'acheter du TF1 à l'époque où le streaming prend le dessus, où les gens ont de moins en moins de télé et les revenus publicitaires sont en fort ralentissement? Alors, ils ne sont pas en fort ralentissement, c'est à peu près, ils stagnent. En fait, non, alors la télévision a un avantage pour la publicité, c'est que c'est le média qui a le reach le plus important. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, alors que je les avais hier, mais admettons que 45% de la population peut voir la télévision un jour donné. Okay. Donc, si vous avez envie de taper sur 45% de la population française, c'est la télé ou rien. Pourtant, on pourrait dire que tout le monde a un téléphone dans sa poche et donc Internet. Oui, mais alors si vous regardez les programmes TV sur votre téléphone, ce n'est pas un problème pour la télévision. Ouais. Il y a moins de revenus quand même dans ces cas-là. Si c'est du streaming, si c'est de la VOD, des choses comme ça. C'est pas évident. Sur le streaming, si vous arrivez à qualifier votre... c'est pas le lecteur, mais... Votre spectateur. Votre spectateur, ça vaut de l'argent. Bien sûr. Si on est capable de dire que vous êtes quelqu'un de 24 ans, ayant des revenus élevés, qui adore les bagnoles... J'ai effectivement 24 ans. Voilà. Non, mais alors, bon, la télévision, ça baisse.
Mais bizarrement, ils n'ont pas baissé les conditions tarifaires parce que c'est un produit unique. C'est le seul produit qui vous permet d'avoir presque toute la population. Après, TF1 est parti sur TF1+, oui. Où là, c'est du streaming, et il se développe bien. Et si vous êtes optimiste, modérément optimiste, TF1+, plus la télévision traditionnelle, aura un nombre de viewers, spectateurs, à peu près constant dans les années qui viennent, avec un rendement qui doit être de 8%, donc c'est pas mal. Et vous vous souvenez du ratio cours sur bénéfice de TF1 actuellement? Alors, avant qu'il monte, parce que je me rappelle plus de mes conditions d'achat que des conditions du marché, c'était à 7 fois. Ah oui, c'était facile. Après, à 7, ça valait 7 fois. Vous nous avez parlé tout à l'heure de Rheinmetall. Qu'est-ce qui se passe si la guerre en Ukraine se termine? Vous vendez la position? Non, ça, c'est pas évident. Enfin, là, oui, parce que la valorisation est trop élevée. Par rapport à vos critères? Par rapport à mes critères. Disons, j'ai beaucoup de mal de conserver de Rheinmetall, il faut le dire. Moyennant quoi, c'est pas sûr que ce soit une bonne décision. Les budgets de défense en Europe passeront obligatoirement, enfin, assez vraisemblablement, parce qu'il ne faut jamais dire obligatoirement, de 2% du PIB à 3%, ce qui est quand même énorme. Et en plus, aujourd'hui, on s'équipe énormément aux États-Unis. Donc, il pourrait y avoir un mouvement non, sur les blindés, non. Sur les blindés, mais il y a énormément de systèmes qu'on achète aux Américains. Les avions. Les Allemands ont acheté des avions. Oui, des F-35. Des F-35, alors qu'ils nous ont laissé des Rafales. Donc, vous pensez quand même que les dépenses militaires vont augmenter, donc c'est une position que vous le gardez, malgré le fait que le... Non, mais pour le moment, je pense qu'en période de guerre, il faut avoir des valeurs d'armement. C'est un raisonnement très simple. Si la guerre s'arrête, je pense que je trouverai qu'un price selling de 30, les bonnes nouvelles sont dans les cours. On a parlé d'une valeur tout à l'heure qui est Total. Je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Qu'est-ce que fait une valeur dont la capi boursière est de 140 milliards dans un portefeuille mid européen? Alors, nous avons toujours pensé qu'il y a des crises pétrolières et qu'avoir un peu de pétrole, ça baissait la volatilité du fonds. 2, Total doit avoir un pricing de 8 aujourd'hui. Les Américaines sont à 15 et donc il y a un problème de valorisation. Donc les Américaines, ça va être Exxon, Chevron, mais elle n'est pas américaine, Royal Dutch, voilà. Enfin, Royal Dutch, honnêtement, je ne connais pas, donc je retire ce que j'ai dit. Donc vous pensez que le titre est sous-valorisé, c'est quelque part une protection contre les crises pétrolières. Mais il y a des pétrolières qui ont des capis boursières bien plus bas, j'imagine. Oui, on a sur Morel et Prom. Mais bon, de ce côté-là, il faut aussi penser qu'on est toujours investi à 100%, donc avoir un titre très liquide, c'est quand même confortable. Total, justement, est connu pour verser un dividende qui est plutôt généreux. Et vous aviez déclaré récemment que les dividendes sont le plus mauvais critère pour les values. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Hein. Statistiquement, ça marche. C'est le critère qui marche le moins bien. Non, mais si vous êtes value et que votre critère, c'est le dividende, vous aurez pas vos performances seront moins bonnes que si vous prenez prix sur actif net, que si vous prenez prix sur cash flow ou si vous prenez prix sur bénéfice. Donc, Et qu'est-ce que vous faites des dividendes que vous verse Total ? Vous les réinvestissez ? Oui, on réinvestit. Dans Total, non, ça rentre dans le cash. Ça rentre dans le cash du fonds que vous redéployez. On va passer à la partie small cap de votre portefeuille, mais avant de regarder les valeurs spécifiques, on voit que le small cap européen, quand on s'était vu la dernière fois, c'était pas terrible déjà. Là, c'est toujours pas terrible en réalité. Entre 2021 et 2024, l'Eurostoxx Small a baissé de 12,7%. Quand on compare ça au S&P 500 qui enchaînait les plus 20% par an, c'est un peu dur. Le small cap européen à la traîne, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à lancer votre fonds mid ? Non, en fait, le fonds mid est un fonds qui n'a pas les contraintes du fonds France ou du fonds Europe.
small. Le fonds France doit avoir 75% de valeur française dont la capi est inférieure à 10 milliards d'euros. Donc, quelque part, il ne peut pas faire d'Europe dès qu'il a 2 ou 3 grosses sociétés. Et le fonds small est un fonds PEA-PME, donc il faut qu'il ait 75% des valeurs, qui a une capi inférieure à 2 milliards d'euros. Donc, il était assez tentant d'avoir un fonds dont les contraintes, qu'il n'y avait pas ce genre de contraintes. Et votre point de vue sur le marché, qu'est-ce qui explique que le small cap soit autant à la traîne sur ces dernières années en Europe? Alors, il est particulièrement à la traîne en France. Alors, moi, j'ai 2 explications. La première explication, c'est que les fonds nationaux, comme le fonds France, ne sont pas à la mode. Donc, les fonds France sont devenus européens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sortie des fonds France au profit des small cap européennes, qui n'a pas été contrebalancée par des Européens venant en France, pour 2 raisons. Les Français ne font pas de réunions sur les trimestriels, contrairement aux Européens. Et 2, ils ne refusent, pour un certain nombre, de parler anglais. Ça, c'est quand même dingue. Donc, le résultat, on n'a pas attiré des flux importants des Européens. Le deuxième critère, qui est très théorique, mais pourquoi pas, qui est que l'AMF, dans sa grande sagesse, a rendu très facile les transferts d'un marché réglementé à un marché non réglementé, qui est Euronext Growth. La protection des minoritaires est plus faible sur les Euronext Growth, donc il est logique que les small cap françaises baissent, puisque le risque de se retrouver sur un marché non réglementé existe, et qu'il n'y a aucune protection, que ça ne vous arrive pas dès qu'il y a un actionnaire majoritaire. Et ce serait quoi les risques, justement, qu'on encourt en tant qu'investisseur? Il y a moins d'informations, les franchissements de seuil ne sont pas déclarés, on ne vous publie pas les chiffres d'affaires trimestriels, on ne vous publie pas les gens qui achètent des titres, éventuellement on revient sur les méthodes comptables françaises au lieu de prendre les IFRS. Voilà. C'est assez intéressant. Pourquoi vous pensez que vous en parlez avec les chefs d'entreprise qui publient encore en français ou qui refusent de parler en anglais durant leurs résultats, vous les informez vous les sensibilisez au fait que ça détériore l'attractivité de leur action? On le dit de temps en temps. Et vous n'êtes pas entendu? Bon, d'abord, il y en a certains qui ne peuvent pas parler anglais. Voilà. Il y a des sociétés qui ne se soucient pas énormément du marketing financier, mais ça finira par changer, ça changera. C'est obligatoire. Mais je pense que la vraie révolution, c'est de donner une information tous les trimestres. Là, en France, on n'est pas à ce niveau-là. Et on l'est à l'étranger? On l'est à l'étranger. Non, mais en fait, quand on a lancé le Fonds Europe, qui était en 2018, on avait peur et on était agréablement surpris par la qualité de l'information. C'est-à-dire, si vous avez les mauvaises nouvelles tous les trimestres, la perte maximum est quand même inférieure que si on ne vous dit rien pendant 6 mois. On va passer à votre portefeuille franc, justement, small et mid. Il y a une valeur que vous appréciez et sur laquelle vous êtes renforcé l'année dernière, c'est Dassault Aviation. C'est une valeur qui fonctionne très bien, plus de 29% sur un an. Vous expliquez que Dassault Aviation vous semblait sous-valorisé. La CAPI boursière est égale à sa participation dans Thales plus son cash. C'était avant que ça monte. C'était avant que ça monte. Et donc, ça voulait dire que sa fabrication d'avions ne valait rien, alors que son carnet de commandes était exceptionnellement bien rempli pour les 10 prochaines années. Est-ce que, selon vous, c'était une inefficience de marché, le prix de Dassault? Ah oui, complète. Non, mais... Ou alors le marché ne voulait pas raisonner en sum of the parts, ce que j'aime pas faire. Donc, mais il y a un moment où... Bon, en plus, ce n'est pas le genre de valeur que j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'aime pas raisonner en sum of the parts. Enfin, on va essayer de parler en français.
d'additionner les actifs et regarder la valeur de chaque actif. Vous n'êtes pas un comptable. Non, si, j'aime bien la comptabilité, mais bon, il est aussi simple de regarder le résultat d'exploitation et de multiplier. Mais bon, mais en plus, bon, Dassault a bénéficié du fait que je ne pouvais pas garder mes Rheinmetall pour des questions de principe. Et donc, j'ai cherché une autre société de défense. Et donc, il y a toute une partie des fonds tirés des ventes de Rheinmetall qui sont allés sur Dassault. Et donc là, vous visez quel prix pour sortir, enfin, quel ratio cours sur bénéfice plutôt? J'en sais rien, on va dire. Non, mais en fait, l'intérêt, c'est que c'est sum of the parts. Donc, ça dépend du prix de Thales, ça dépend du cash qu'ils ont. Et bon, pour être clair, ce qu'on joue sur Dassault, c'est l'augmentation de la production. Ils faisaient 2 avions par mois. Alors, il faut savoir que chez eux, ils n'ont que 11 mois dans l'année, mais ils vont en faire 3 incessamment sous peu. Donc, ça fera quand même une augmentation de 50% de la production. Donc, c'est pas mal. On a vu pas mal de boîtes technologiques émerger dans le secteur de l'armement. Je ne sais pas si vous connaissez une société qui s'appelle Anduril, qui vient de remporter un contrat pour 22 milliards d'euros auprès de l'armée américaine et qui va collaborer avec Microsoft pour fournir ses armes. Ces nouveaux acteurs, c'est un peu le Tesla de l'armement, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à fabriquer des voitures, enfin des armes dans leur cas, pour beaucoup moins cher. Est-ce que vous pensez que Dassault, qui est une société qui est quand même assez ancienne, va réussir à résister à ce changement technologique et à ces nouveaux acteurs? Bon, sur les avions de chasse, personne n'arrivera dans le métier. Hein. Mais les drones, par exemple? Les drones, effectivement, on verra dans une dizaine d'années, les drones auront... Enfin, il est clair que les avions de chasse seront accompagnés de drones. Et donc, vous gardez... vous pensez que Dassault a encore sa place sur le marché? À la limite, ils sont capables de faire des drones. Hein. En 2023, vous nous aviez parlé d'une société qui s'appelle Mersenne, qui avait connu une forte croissance à l'époque. Depuis, le prix de l'action a été divisé par 2. C'est quoi votre analyse? Très précisément, la voiture électrique ne démarre pas. Dans le meilleur des cas, les chiffres qu'on prévoyait cette année seront atteints dans 2 ans. Donc, ils ont construit des usines, ils n'auront pas de clients pendant 2 ans. Donc, le marché a mal réagi, et on le comprend. Moyennant quoi, il a peut-être surréagi, donc nous, on a gardé les titres. Résultat, ça marche très bien cette année, comme quoi, de temps en temps, on a de la chance. Bon, en fait... Donc, Mersenne n'est pas passé au nettoyage de printemps que vous faites tous les 6 mois? Non, parce que c'était une valorisation de 7. Non, mais en fait, l'intérêt du nettoyage, c'est que quelque part, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon. Mersenne, ils ont investi comme des fous, leur endettement a monté, et leurs clients ne seront pas là pendant 2 ans. Donc, à la limite, ça peut se quantifier. Et donc, vous restez sur le titre? Pricing de 7, si on admet que ce n'est qu'un décalage dans le temps, tout ira bien dans 2 ans. En 2001, vous avez une valeur qui a surperformé, mais qui vous a beaucoup fait souffrir. Plastivaloir, plus 91% sur l'année. En 2023, c'était une autre valeur, c'était Erige, plus 50%. Il y a aussi eu Clasquin, plus 48%. Est-ce que c'est une stratégie délibérée de faire un peu du spray and pray, c'est-à-dire d'acheter beaucoup de titres et d'espérer qu'il y ait 1 ou 2 fusées qui partent? Alors d'abord, on n'a pas du tout cette stratégie-là. Hein. C'est-à-dire, globalement, avec 13 valeurs, on a la moitié du portefeuille. Donc, on a un portefeuille très concentré. Et après, l'OPA ou le re-rating violent, qui généralement est accompagné d'une augmentation du résultat, c'est plutôt une augmentation du résultat qui s'accompagne d'un re-rating, ça arrive et c'est ça qui fait la performance. Et donc là, vous disiez Plastivaloir, c'était une société qui a cartonné, mais vous en gardez un souvenir amer. Non, mais là, bon, globalement, ils ont quand même de grosses difficultés depuis. Donc, non, mais bon, ça, c'était pas un des meilleurs placements du fonds depuis une trentaine d'années, parce qu'on était actionnaire pendant longtemps. Mais bon, Clasquin, je ne veux pas dire... c'est une partie de chance, parce que l'acheteur de Clasquin, disons, a payé un prix relativement élevé.
Donc l'Axien a été racheté par une autre société. Oui. Il y a une autre valeur que vous avez depuis un moment, c'est Publicis. Vous l'aviez déjà en 2020 quand le cours était aux alentours de 30 € par action. Aujourd'hui, on est à plus de 100 €. Qu'est-ce que vous aviez détecté chez Publicis à l'époque et qui était quelque part annonciateur de cette hausse? Rien qui était annonciateur de la hausse. Mais qu'est-ce que vous avez détecté alors? Non, mais c'était simple. Hein. C'était un price earning de 8. Il faut dire aussi que c'était pendant le Covid. Donc, c'était un price earning de 8, une marge d'exploitation de 17%, une rentabilité fonds propres de 17%. Donc, sauf à croire que le Covid allait durer plus de 3 ans, il fallait acheter la valeur. Donc, on l'a acheté. Vous nous l'avez dit, vous avez un portefeuille qui est quand même assez concentré, 13 valeurs, 50% du portefeuille. Enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, on est moins concentré. Vous êtes moins concentré. On a regardé en janvier 2025, vous avez quand même 49 valeurs dans le portefeuille. Comment vous faites pour rester à jour sur toutes ces sociétés qui sont toutes dans des secteurs différents et qui ont toutes leurs particularités? Alors, en fait, pour réussir dans ce métier, il faut admettre qu'on ne connaît pas les valeurs du portefeuille. D'une part, parce qu'il y en a 50. D'autre part, parce que pour les connaître réellement, il faudrait faire interviewer les clients, les fournisseurs, les gens qui ont quitté la société, faire des analyses de marché, en fait, tout ce que vous voulez. Vous ne faites pas ça? Non, on ne fait pas ça. Donc, on connaît les sociétés parce qu'on voit les dirigeants, mais c'est évidemment un biais énorme. Et que assez souvent, on a suivi une société pendant 5, 10 ou même 30 ans. Donc, au bout de 30 ans, on finit par la connaître. Mais il faut se rappeler toujours qu'on ne la connaît pas très bien. Voilà. Et que même si on la connaît depuis 30 ans, il y a des choses qui viennent de se passer et qui font que... Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut connaître? Il faut savoir que nos connaissances se réduisent un peu au compte de la société et au dernier discours du dirigeant. Et c'est un choix délibéré de ne pas aller parler aux fournisseurs, aux employés On n'en a pas le temps. Non, il ne faut pas s'amuser. C'est un mythe de... Non, mais on ne peut pas. Voilà. Et vous regardez les achats si on était beaucoup mieux payé avec des commissions de gestion de 5%, on ferait ça. Si la perf suit, pourquoi pas? Oui, mais bon, c'est pas le modèle. Il faut lancer un hedge fund dans ce cas-là. Oui, mais c'est pas c'est pas un modèle accepté aujourd'hui. Non, puis en plus, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Non, en fait, la vraie réponse, c'est de toute façon, on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, et c'est ça le danger de connaître trop bien la société. Si vous connaissez trop bien la société, vous allez dire, je la connais tellement bien que je sais ce qui va se passer demain. Et que la bonne position, c'est de dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, même si j'ai tout étudié. Vous utilisez l'IA pour analyser les sociétés? Non, pas du tout. Et vous savez si vos équipes l'utilisent? Pour le moment, non. Mais ils le feront. Hein, Non, mais il y a des tas de choses qu'on fait qui sont stupides et que l'IA ferait beaucoup mieux, au moins aussi bien que nous. On regardait entre 2020 et 2025, votre portefeuille, il est passé de 42 lignes à 49 lignes, mais il n'y a que 10 lignes que vous avez conservées pendant ces 5 années. Qu'est-ce qui explique une rotation aussi forte? Le monde a pas mal changé. D'abord, en 2020, on était dans le Covid. Donc, il ne faut pas oublier qu'entre 2020 et 2021, de mai à mai, on a fait 100%. Donc, il était logique de vendre des titres qui avaient fait 100%. Parce qu'en plus, si le marché fait 100%, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui font 200%. Donc, des valeurs qui n'étaient pas chères, qui sont devenues chères. Donc là, déjà, le Covid justifie pas mal de changements. Après, on a eu quand même beaucoup de souscriptions. Les souscriptions font que on n'achète pas obligatoirement les sociétés qui sont dans le fonds, parce qu'entre-temps, voilà, on a acheté un titre à 7 fois, il est à 10, on le garde parce qu'il n'est pas à 12, pour simplifier, mais quand il y a une souscription, on a à nouveau quelque chose à 7, donc on achète la chose à 7. Et là, vous avez une petite liste, votre petite liste pour le Père Noël de titres que vous observez et que... Oui, mais en fait, ils sont à la limite déjà dans le portefeuille, mais c'est des petites lignes. Donc là, vous initiez les lignes et vous faites le fameux achat en plusieurs fois. Achat progressivement. Non, mais on voit, on a du TUI, tout le monde la déteste. Il faudrait qu'il y ait... TUI, c'est opérateur de voyage.
Le tourisme allemand, Ouais. il se trouve que le booking anglais est en retard, donc tout le monde a laissé tomber la valeur. Il se peut que le marché ait raison, mais il se peut qu'il ait tort. Est-ce que vous regardez les achats des initiés du management Non, en fait, contrairement, il y a certains managements. Non, en fait, statistiquement, les dirigeants ne sont pas très remboursés. Donc, c'est une perte de temps. Donc vous ignorez. Non, mais quand, par exemple, on a dans des dirigeants qui vendent des titres régulièrement et qui se mettent à acheter, là, ça m'interpelle quand même. Et vous avez un exemple récent ou un exemple qui vous a marqué? Je vais le garder. Peut-être pour le 3e épisode. On observe là sur ces derniers mois un changement on va dire de contexte. On avait depuis quelques années un marché américain très en forme. Tout le monde voulait faire les États-Unis. Tout le monde voulait faire de la tech. Et donc la tech surperformait et écrasait tout le reste. Et l'Europe était complètement à la traîne. Depuis le début de l'année, c'est un peu l'inverse. L'Eurostoxx 50 est à plus 13%. Le S&P 500 est à plus 4%. Donc notre bonne vieille Europe est en train de décrocher ou de rattraper son retard par rapport aux États-Unis. Est-ce que vous croyez à la rotation des investisseurs des États-Unis vers l'Europe? Bon, là, actuellement, elle a lieu. C'est pour ça que les valeurs européennes... Là, elle a lieu, c'est clair. Ce qui est amusant, c'est que tout le monde pensait le contraire à la fin de l'année dernière. Donc, les stratèges, ça ne marche jamais. Et de toute façon, on ne saura jamais si un stratège est bon. Parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir 100 observations pour pouvoir faire une statistique. Et il n'y a jamais 100 observations qui sont cohérentes les unes avec les autres. Et qu'est-ce qui fait que là, les investisseurs ont changé d'avis, selon vous? On n'en sait rien. C'est les mouvements de foule. Vous regardez d'ailleurs ce que font d'autres gérants, les mouvements dans leur portefeuille, leurs achats, leurs ventes. C'est des choses qui vous intéressent? Beaucoup trop fainéants pour faire ça. Non, puis en plus, ça ne sert à rien parce que la seule chose qui est intéressante, c'est savoir la logique derrière. Si j'étais capable de déterminer la logique d'une gestion et qu'en plus elle me battait, peut-être que je changerais de stratégie. Parce qu'elle me battait pendant assez longtemps. Mais voilà. Est-ce que vous avez des titres en portefeuille qui ne sont pas dénominés en euros? Oui, j'ai du Autoliner, une société dans laquelle je crois, mais je suis très minoritaire, qui est norvégienne, qui fait du RoRo, dont le pricing est 3. Non, mais je ne pensais pas que ça existait. Grâce à le fait d'avoir fait des valeurs européennes m'a fait découvrir un monde nouveau avec des valorisations encore plus basses que ce que j'avais jamais vu. Tout le monde, comme c'est du transport maritime, tout le monde pense que les charter rates vont baisser. Comme le pricing est 3, je ne suis pas sûr que ça va être divisé par 4. Donc ça, c'est mon pari. Mais visiblement, le marché a décidé que j'avais tort. Et vous vous couvrez contre le risque de change dans ces cas-là? Non, ça ne sert à rien parce que la couronne norvégienne suit à peu près l'euro, sous réserve qu'il y a un impact du prix du pétrole. Vous avez fait d'abord la France, puis maintenant vous faites l'Europe. Est-ce que vous envisagez de faire les États-Unis? Non, c'est un marché très efficient, donc on ne fera pas les États-Unis. Il y a un trend très fort, on en parlait tout à l'heure, c'est l'IA. Il y a des grands gagnants, il y a les Nvidia de ce monde, il y a les Google, il y a les Amazon avec leur data center. Ça va être quoi l'impact de l'IA sur les boîtes small et mid cap? On ne sait pas, a priori, ça devrait augmenter la productivité des gens qui sauront comment l'utiliser. Mais de toute façon, nous, on est assez industriel, donc c'est pas... Mais bon, les boîtes informatiques, ça sera un outil de plus. Mais tout va bien pour les sociétés informatiques. Par exemple, l'ESG, c'était génial. Ça, c'est un truc un jour, je vois une boîte informatique, elle m'explique que le marché de l'ESG développe leur marché fabuleusement parce que les banques, pour savoir la notation carbone de leurs prêts, c'est impossible si vous n'avez pas un informaticien derrière eux. Donc ça crée des opportunités. D'ailleurs, il y a des boîtes tech dans les small caps. Oui, il y a beaucoup de SN.
C'est quoi une ESN? Une société de services informatiques. Donc, soit qui a un centre qui travaille pour un client, soit qui envoie un informaticien, que c'est quasiment du travail temporaire. En 2024, on a atteint un record de défaillance d'entreprises en France, plus de 66 000. Ce qui est plus intéressant, c'est que le ministre de l'économie, Éric Lombard, a déclaré qu'il faudra accepter une baisse de la rentabilité des entreprises dans les années à venir pour faciliter la transition écologique. Est-ce que ce genre de politique, ça serait un frein pour les small caps? Oui, c'est un frein pour l'économie française. Non, mais bon, on a un ministre de l'économie qui adore la transition énergétique et qui, d'après lui, ça sera un avantage compétitif dans 30 ans. Entre-temps, s'il impose ça à l'économie française, on aura des années douloureuses. Comment vous voyez l'avenir de la France, économiquement? En fait, c'est assez facile, c'est la démographie. S'il n'y a pas de croissance démographique, il n'y a pas de croissance. Et en plus, s'il n'y a pas de croissance démographique, il y a de plus en plus de vieux. Et donc, des retraites. Donc, il y a des retraites et il y a des tas de dépenses improductives. Donc, c'est un frein total à la croissance. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Relancer la natalité. Et notamment annuler toutes les mesures que Hollande a prises bêtement. Lesquelles? Quotient familial, etc., etc. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement suivi, c'est la courbe des taux. On est plutôt dans une phase de baisse, même si elle a tendance un peu à ralentir. C'est quoi l'impact des taux sur les entreprises de votre portefeuille? Faible. La plupart sont cash positifs, c'est 66%. Puis les taux ne sont pas très élevés. Donc, entre pas élevés et pas élevés du tout, la différence est quand même faible. En plus, les sociétés qui adoraient investir avec les taux à 1% et qui disaient « je fais ça parce que les taux sont à 1%», là, ils sont passés, disons, à 3%. Elles continuent à investir autant. Donc, non, mais si les gens veulent investir à 4%, voilà, personne n'investit si la rentabilité du projet elle n'est pas supérieure à au moins espérée à 6-7%. Donc, les taux ne sont pas un problème. Il y a autre chose qui peut être un problème, c'est la pression fiscale. En France, employer des gens, ça coûte cher. Vous avez un taux d'impôt sur les sociétés, l'IS, qui est à 25%, qui est quand même supérieur à pas mal de pays. Vous avez un taux d'impôt sur le revenu qui est énorme. Et ça commence à être un problème parce que, disons, les jeunes qui sont plus intelligents que les gens de ma génération, ils refusent de payer disons, de travailler en France pour un net qui est quand même très faible. Et donc, est-ce que c'est pas finalement un désavantage pour les sociétés, les PME françaises, d'opérer ici? Vous voyez pas un mouvement de délocalisation des sièges sociaux vers des pays un peu plus accueillants? Non, pour être franc, non. Et en termes de compétitivité, ça a un impact? Disons Macron, que personne n'aime, mais on peut dire qu'il a fait plus que les dirigeants des 30 dernières années pour la compétitivité de la France. Pourquoi? Parce qu'il a facilité la rupture conventionnelle, donc les gens ont eu moins peur d'embaucher. Il a diminué le taux d'impôt sur les sociétés. Il y a eu des... Il a mis la flat tax. Il a mis la flat tax. Il a plafonné ce que pouvait donner comme les indemnités, ouais. etc. Donc, c'est pas par hasard que le taux de chômage a baissé, quoi. Et vous pensez qu'il est allé assez loin? Oui, non, il aurait pu aller plus loin, mais on est quand même en France. Il aurait financé ces mesures, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dépensé autant. Son héritage aurait été impressionnant. On a posé des questions à la communauté, on leur a demandé ce qu'ils aimeraient savoir. Il y a 2 questions particulièrement intéressantes que j'ai relevées. La première, c'est, on en a beaucoup parlé, c'est quoi les ratios que vous regardez, hormis ceux que vous avez déjà cités? Le ratio phare, c'est le BFR en pourcentage de chiffre d'affaires. Vous pouvez définir le BFR? Alors, le BFR, c'est le crédit client, plus les stocks, moins le crédit fournisseur. C'est le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement. En fait, c'est assez simple. Si vous êtes en bonne position sur le marché, un BFR normal, c'est entre 20 et 25%. Si vous avez un BFR supérieur,
Ça veut dire soit que vos clients vous paient très lentement, ça veut dire que globalement, soit vous avez le choix, et soit si les clients n'ont pas le choix, ils vous paieront vite. Donc déjà, ça vous donne un positionnement de la société et son pouvoir de négociation. Donc la longueur alors le BFR, c'est un ratio en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est un ratio première approche. BFR en dessous de 25%, circuler, il n'y a rien à voir. Si c'est inférieur à 20, vous dites ils sont bons, ceux-là. Et si c'est supérieur à 25, il faut commencer à se poser des questions. Si vous regardez dans les composants du BFR, si vous avez 6 mois de stock, vous êtes payé pour avoir des stocks. Parce que si vous avez des stocks, la valeur du stock peut monter ou baisser. Et ce que vous faites n'a pas grande importance. Le client, il est en train de vous obliger à avoir des stocks énormes. Et c'est vous qui prenez un risque. Et ce n'est pas un très bon métier. Après, la même chose sur les fournisseurs. Si vos fournisseurs veulent être payés tout de suite, c'est que peut-être vous allez déposer le bilan. Ou que vous avez vraiment besoin d'eux. Voilà. Donc le BFR est un bon indicateur de ce qui se passe. Après, il y a des ratios assez simples, mais c'est plus pour comparer ce que racontent les sociétés à la réalité. C'est-à-dire le chiffre d'affaires par salarié, les immobilisations par salarié. Je me rappelle qu'il y avait une boîte technologique qui se présentait comme une boîte technologique. Et si vous regardiez les IMO par salarié, vous voyez que le salarié lambda, il avait un tournevis. Donc, ce n'était pas très technologique. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si vous êtes très méfiant, vous pouvez regarder les frais financiers sur la dette moyenne de l'année. Si les frais financiers sont énormes par rapport à la dette de l'année, c'est qu'il y a un habillage de bilan le 31 décembre. Après, on peut regarder ce qu'on veut, mais disons, avec ça, on a déjà un bon élément. S'il faut voir, mais évidemment, si la société génère du cash. Néanmoins, si la société investit beaucoup, elle a le droit de ne pas générer de cash. Pour nous, le montant des investissements est un bon indicateur. C'est-à-dire, on suppose que les dirigeants sont intelligents et que s'ils investissent, c'est qu'il y a un marché. D'où votre politique sur les dividendes? Non, les dividendes, ça marche pas, c'est tout. Statistiquement, c'est un critère qui marche pas très bien. Si vous parlez anglais, il faut lire What Works on Wall Street, la version 4, parce que j'ai pas lu, parce que je me suis arrêté à la version 3. Que vous avez déjà recommandé la dernière fois. Oui, mais c'était la version 3, qui est mieux faite, la version 4. Je l'ai feuilletée. Mais elle est encore pire que les autres, elle doit faire 400 pages. Donc ça décourage beaucoup. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Comment vous analysez du coup une société comme Hermès, qui vient d'annoncer un dividende exceptionnel, qui a une croissance très forte? C'est trop cher. C'est trop cher pour vous. Ouais. Il y a une autre question qu'on m'a pas mal posée, c'est si vous analysiez les coûts manqués, les sociétés sur lesquelles vous n'êtes pas positionné, que vous avez raté. Est-ce que vous avez un espèce d'anti-portefeuille dans lequel vous mettez les sociétés que vous n'avez pas achetées? Non, pas du tout. Donc vous ne regardez pas le Non, mais passé. on sait... En fait, pour être clair, on a un système qui marche assez bien, mais il y a un nombre d'erreurs impressionnantes. Donc, bon. C'est-à-dire quoi, un nombre d'erreurs impressionnantes? Si on achetait que des titres qui montaient, on aurait vraiment des performances fabuleuses. Donc, bon. on a des titres qui baissent, on a des titres qui montent et qu'on a vendus trop tôt. Rheinmetall, si jamais j'avais gardé mes 36 000 Rheinmetall jusqu'à aujourd'hui, la performance du fonds, je préfère ne pas la calculer. Question un peu boule de cristal, mais je tente quand même. On a un utilisateur qui veut savoir, selon vous, quels sont les relais de croissance qu'on pourrait avoir sur les prochaines années au niveau de l'économie française? Il n'y a pas de relais de croissance. On va croître de 1% par an, c'est-à-dire entre 0 et à la limite à 1%. Il n'y a pas les instruments de mesure pour savoir si c'est 1%. Et donc malgré ça, vous pensez quand même que le small cap peut tirer son épingle du jeu? Ce qui est étonnant, c'est le fonds a réussi à... même si c'est... le truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'on a fait quand même 13% de rentabilité, 12, allez, on va dire, ces 10 dernières années, avec une faible croissance en France. Donc, ce qui veut dire que les sociétés françaises cotées font beaucoup mieux que l'indice. Donc, on peut espérer que ça continuera. En fait, pour être encore plus précis, les sociétés cotées françaises qui ont une rentabilité de fonds propres supérieure à 12% ont un cours qui monte assez rapidement. Donc, on peut espérer que ça continue, mais ce n'est que de l'espérance. Il y a un autre titre qui est intéressant dans votre portefeuille, c'est un titre que vous tenez depuis longtemps.
depuis 2015. C'est Viel, qui détient notamment Bourse Direct. Donc ça, notre communauté connaît bien. C'est quoi votre thèse là-dessus? Alors en fait, Viel, c'est une société dont le bénéfice a cru fortement depuis 2015 et dont le price earning est resté à peu près constant à 6-7 fois. 7 fois, c'est votre chiffre magique. Oui, mais donc on n'arrive pas à vendre parce que c'est 6-7 fois. Mais la progression du résultat était impressionnante parce que le cours est quand même passé de 3 à 12. Donc on a été assez impressionné par la qualité du management. Pour être clair, on ne comprend pas pourquoi un courtier interbancaire arrive à avoir une telle progression des résultats. Bon, ils disent qu'ils vendent de la data, mais enfin bon, c'est quand même une très très belle réussite. Ça veut dire qu'ils managent bien les équipes parce qu'on ne voit pas d'avantage compétitif dans la technologie. Mais peut-être qu'il y en a. Enfin, comme je disais, c'est quand même dur d'analyser les sociétés, même si elles sont dans le portefeuille. Et donc le marché n'accepte pas de donner une valorisation normale à cette valeur-là, même si la progression des résultats depuis 2015 est impressionnante. Et donc dans ces cas, vous gardez la valeur parce que pour vous, le price earning est trop bas encore? Oui, non, mais on peut espérer qu'un jour, ils seront valorisés comme des concurrents anglais ou américains sur la base de 15 à 20 fois. Mais c'est un rêve, mais nous avons le droit de rêver. Et donc là, vous n'avez absolument pas allégé la position? Non, non, même on renforce. Enfin, on a du mal à renforcer parce que c'est pas liquide du tout. Non, parce qu'au début, ça allait très bien parce que c'était une toute petite ligne. Donc elle n'était pas liquide, mais avec le temps, elle est devenue un peu plus importante dans le fond. C'est quoi important pour vous? Ça représente combien? 3% du fonds. En fait. 3% du fonds sur un fonds qui fait? Qui fait aujourd'hui 350 millions. Ouais, donc ça commence à faire un petit peu. C'est un vrai souci aujourd'hui sur les small caps de rentrer et de sortir sur des positions pour vous, à cause du manque de liquidité? Non, en fait, disons, les gens ont une image des small caps c'est assez amusant, qui était très marquée par le second marché quand il y avait 10% de flottants. Aujourd'hui, il y a 30% de flottants, donc il y a de la liquidité. Faut expliquer ce que c'est le flottant? Le flottant, c'est la partie du capital d'une société cotée qui est disponible pour les investisseurs. Et donc, on est passé à 30% de flottants alors qu'on était à 10%, donc c'est beaucoup plus liquide. Il y a quand même beaucoup de fonds comme le nôtre, et donc on peut trouver des contreparties. Sauf quand personne ne veut acheter quelque chose, mais c'est simplement qu'on s'est planté, que les nouvelles sont mauvaises et que le prix est trop élevé par rapport aux nouvelles ou aux prévisions. Vous avez parlé de Viel, courtier interbancaire. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous interdisez ou que vous évitez systématiquement? Pendant longtemps, on n'a pas fait de luxe parce que tout le monde adorait le luxe. La pharmacie, a priori, c'est trop cher pour nous, donc... D'ailleurs, soyez pas sans Sanofi, à un moment, c'était tentant. Mais bon, il y a des secteurs où on voit très bien que le marché les valorise très bien et qu'a priori, c'est pas pour nous, quoi. Mais bon, une société comme Publicis, j'ai attendu 30 ans, mais finalement, c'est tombé, quoi. On va passer au Chrono Finari. C'est un nouveau format. C'est très simple. Je vais vous proposer 2 choix. Et donc, vous me donnez votre réponse avec une petite explication. Total Energy ou Rheinmetall? À Total Energy, parce que dans mon système, Rheinmetall, les bonnes nouvelles sont dans les cours. TF1 ou Publicis? Mais ça va être encore TF1, parce que la valorisation est beaucoup plus faible. Publicis, c'est une superbe société, mais tout le monde est d'accord. Donc, on ne voit pas très bien ce qui pourrait faire monter le cours. Orpea ou Atos? On ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Bon, Atos, on ne voit rien. Orpea, c'est un métier de chien. Non, c'est un métier difficile. Marché de la défense, opportunité durable ou éphémère? Les valorisations commencent à être tendues sur pratiquement tout, et Dassault est un peu l'exception. Valeur industrielle ou valeur technologique? Il faut pas... Enfin, nous, on ne fait pas de techno, parce que tout le monde rêve. Les small caps et le cours qui sous-performe, c'est une inefficience de marché ou c'est un désintérêt des investisseurs? C'est un désintérêt des investisseurs. Bon, d'une part, les résultats n'ont pas été extraordinaires pendant 5 ans sur les petites valeurs. Donc, effectivement, disons, ils ont amélioré leurs résultats, mais moins vite que les grandes.
donc des valorisations qui baissent. Et comme les gens cherchent la performance, ils sont allés sur ailleurs. Price-earning ratio ou return on equity? Les deux. Investissement dans une entreprise rentable ou dans une entreprise de croissance? Rentable, parce que c'est fait. J'ai toujours dit que c'était assez facile d'avoir de la croissance si on n'est pas rentable. Investir en France, c'est une force sous-estimée ou un manque d'opportunités? Non, mais le marché français, c'est à peu près 35% du marché européen sur les small cap. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas trouver des valeurs françaises. Investir en mid-cap, c'est time in the market ou timing the market? De toute façon, on ne peut pas faire de timing. Donc, on est toujours investi à 100%. Toutes les études démontrent que c'est les gens qui font du timing, ils perdent facilement 2 à 3%. En plus, sur les particuliers, c'est pire que ça. Je n'ai pas les chiffres, hein, mais maintenant sur Internet, on trouve tout. Donc, si vous voulez faire du timing, regardez les résultats. Les résultats vous font peur, quoi. Vous préférez une entreprise innovante ou une entreprise bien gérée? Le problème innovante, c'est que tout le monde veut investir dans les boîtes innovantes, donc ce n'est pas la peine d'y aller. D'autant plus que généralement, le vrai problème de l'innovation, c'est que généralement, il y a 3 personnes au minimum qui ont la même idée au même moment et vous ne savez pas qui va gagner. Donc, et surtout, nous qui ne voyons que les sociétés cotées, on a tendance à oublier que les sociétés non cotées qui peuvent avoir un produit concurrent qui marche plutôt mieux. Donc, l'innovation, c'est risqué. On va se quitter sur ça. Merci William. Merci.